Bonsoir, merci d'être venu là ce soir pour cette rencontre autour des imaginaires de la traduction. On reparlera du titre probablement ensemble. Je vais d'abord rapidement présenter nos trois intervenants de ce soir. Donc, Jing Wang qui est à ma gauche, qui est directrice de l'association Hybridité France-Chine et qui est membre de la section de l'art dramatique de Pékin. Médiatrice culturelle, tu as fait beaucoup de choses et on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps au mois de décembre au cours d'un échange justement regard croisé France-Chine autour du théâtre pour faire découvrir le théâtre chinois en France et c'est là qu'on s'est rencontrés puisqu'on avait fait intervenir aussi des traducteurs et Pascal Béguineau était là aussi pour animer une table ronde. Et David, alors Pascal, je dis un mot aussi très rapidement, tu es rattaché à la maison Antoine Vitesse, qui est un lieu très important pour la diffusion et des opérations de traduction aussi, faire connaître les répertoires étrangers. Et David Ferré, qui est directeur de la maison Actualité Édition, qui du coup diffuse et traduit énormément le répertoire hispanophone. Partout dans le monde, aussi bien le Mexique que l'Espagne, Cuba, voilà. Donc l'idée en fait de cette rencontre ce soir, c'était de croiser à nouveau des paroles de traducteurs. Là, nous avons la chance du coup d'avoir deux langues très importantes qui sont représentées ce soir, avec le chinois, trois langues, le chinois, le français et l'espagnol, qui sont des langues extrêmement répandues dans le monde, et de réfléchir ensemble à ce que la traduction porte en elle comme imaginaire, donc on l'a vu dans la rencontre franchine comme imaginaire politique aussi, des imaginaires linguistiques et des imaginaires autour de la constitution de répertoire, comment on diffuse le théâtre à travers le monde, la difficulté aussi en Europe de s'approprier certains répertoires, le théâtre chinois est très très mal connu en Europe, donc la traduction est un événement fondamental pour diffuser ce répertoire. Et c'est pareil, du coup, un peu dans les deux sens, parce qu'il y a de la traduction de la France vers la Chine et la navette inverse pour faire connaître le répertoire en France. Et David, de son côté, du côté hispanophone, pour faire connaître et diffuser en Europe et en France plus particulièrement du théâtre d'Amérique latine, qui vient de très loin et qui peut paraître pour nous aussi, ma foi, assez exotique. Donc ces imaginaires de la traduction, c'est aussi la question peut-être de l'exotisme de ces autres répertoires qu'on essaie d'importer peut-être plus ou moins facilement sur le territoire français. Le mot imaginaire de la traduction, ça vous a interpellé, j'imagine, quand on a choisi de nommer cette soirée comme ça. Peut-être qu'on peut partir de ça. Qu'est-ce que c'est pour vous, cet imaginaire? Qu'est-ce que ça peut provoquer pour vous? Qu'est-ce que ça sous-entend pour vous, l'imaginaire de la traduction? Qui veut se lancer? Mesdames, je vous en prie. Je vous en prie. Si je m'exprime là-dessus, ça va peut-être être un peu étrange et un peu décalé, mais la première réaction que j'ai eue, puisque donc je traduis du chinois vers le français, donc je suis confrontée à une langue qui a comme particularité d'être basée sur des idéogrammes. Donc la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est pour moi une langue qui d'emblée laisse place à l'imaginaire du fait des pictogrammes. Et ça, en tant que traducteur, c'est à la fois la grande frustration qu'on a quand on est obligé de passer d'une langue à idéogramme vers une langue comme le français, très linéaire, et donc tous les choix qu'on est amené à faire. Et là, je me suis dit, mais c'est là que ça crée une ouverture, une place à l'imaginaire. Bien sûr, quand on traduit, avec l'expérience, avec les connaissances qu'on accumule, on affine la justesse du sens. Le passage se fait de plus en plus en finesse, mais malgré tout, il y a, du fait de la spécificité de cette langue, cette place énorme laissée à l'imaginaire pour le lecteur. Cette place ou cette perte? Parce qu'il y a une forme de déperdition aussi. Bien sûr, c'est pour ça que le côté frustrant, c'est là quand on est obligé de faire un choix, qu'on ne peut pas transporter l'avantage qu'a le caractère chinois qui diffuse des sens multiples. Et quand on le lit, le caractère chinois, on a dans un même temps tous les sens qui s'offrent à nous.
avec le français, on est obligé de choisir un d'eux, le mot, et après, bon, avec toute une cuisine après qui nous appartient, d'essayer par différents subterfuges, essayer de retrouver la richesse de... Mais malgré tout, moi je l'entendais comme cette place laissée à l'imaginaire qui travaille aussi. Donc, moi, enfin voilà, première c'est réaction déjà que j'ai eue. la subjectivité qui entre en jeu du coup dans le travail c'est très joli le mot de passage parce que la traduction, il y a l'idée, oui, effectivement, qu'on perd quelque chose de la langue première, oui, pour reconstruire autrement dans une deuxième langue, mais du coup ça génère de la place et en même temps des frustrations ça, je pense que du coup on le ressent certainement différemment en fonction des langues avec lesquelles on traduit. Et c'est vrai que du coup je me disais, tiens, c'est une question que j'ai envie de poser à Wang Ting qui travaille dans l'autre sens, pour savoir si dans le passage du français au chinois, tu pensais que tu étais finalement confronté aussi à cette problématique-là. Parce que bon, tu vois bien de quoi je parle dans le sens chinois-français, mais est-ce que c'est très différent dans l'autre sens ou pas? Je me suis dit, tiens, j'ai jamais posé la question. Je pense que c'est pareil, c'est très différent du français en chinois. Et comme chinois, il y a beaucoup d'expressions. Il y a moins de problèmes au niveau de grammaire, c'est beaucoup moins compliqué. Donc c'est comment trouver justement les expressions chinoises qui correspondent bien en fait à la précision française. Et moi, quand j'ai vu le titre de cette rencontre, ça m'a beaucoup interpellée. Je me suis dit, imaginaire dans quel sens? Et j'ai pensé tout de suite à la traduction chinoise, xiangxiang. Mais xiangxiang en chinois, imaginaire en chinois, c'est vraiment quelque chose qui existe dans la conception, dans la tête, pas concrètement. Après, j'ai pensé vraiment à l'imaginaire des mots, à l'imaginaire scénique, à l'imaginaire culturel aussi. Donc je me suis dit, il y a quand même beaucoup de choses, même à l'imaginaire musical du mot. Musicalité du mot, pardon. Du coup, je me suis dit, il y a quand même beaucoup de choses dedans. Et surtout, comme tu as suggéré à l'instant, Céline, aussi imaginaire politique. Quand on parle la Chine, on pense toujours que c'est un pays qui n'a pas de la liberté de parole. Il y a toujours la question de censure, mais malgré la censure, on peut toujours passer des textes très engagés. Et c'est aussi une sorte d'imaginaire qu'on pourrait en parler. Et moi, je travaille vraiment, parce que je m'occupe de la programmation de certains festivals et certains théâtres en Chine. Et en même temps, je suis aussi auteure et traductrice. Donc, les spectacles que je fais tourner en Chine, c'est moi qui rassume aussi la traduction du texte. Et comment, en fait, la traduction de sous-titrage soit vraiment la même chose que le jeu sur la scène, c'est très important. Parce que si on enlève des phrases, ça ne tient plus. On voit très bien, il manque des bouts. Il y a tout ça, en fait, on pourra en discuter, je pense, davantage, mais je ne vais pas prendre trop de temps pour l'introduction. La pratique du surtitrage, ça c'est une autre aussi, c'est une autre approche du texte du théâtre. Ouais. Pas pour le livre, mais pour vraiment en scène. Oui, je pense qu'il y a la traduction vraiment cynique pour les mettre en scène chinois, pour des compagnies chinoises qui souhaitent monter un spectacle français, un texte français. Il y a aussi la question de sous-titrage, en fait, pour accompagner. Le spectacle, c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Et c'est intéressant parce que là, on est sur des questions d'accessibilité, aussi bien par le surtitrage que par l'accès à un répertoire. Donc je me tourne vers David. Toi, cette idée d'accessibilité, est-ce que du coup, être dans une maison d'édition, la diriger, c'est aussi se poser la question de l'accessibilité d'un répertoire. Comment toi tu vois ça par rapport aux imaginaires, accessibilité, ça fait plein imaginaire? De questions. Ça fait plein de questions. Merci en tout cas pour cette rencontre. En fait, j'ai créé Actualité Édition. C'est pas que je sois dans une maison où on me demande de fabriquer quelque chose, c'est que c'est un geste qui accompagne mon travail de traduction.
L'idée première, c'était plutôt de justement décoloniser un peu les imaginaires habituels qu'on a autour des écritures hispanophones, et particulièrement espagnoles, puisqu'initialement, moi, c'était l'espagnol d'Espagne. Voilà. Et quand je suis rentré en France, il y a une vingtaine d'années, j'ai trouvé que cet imaginaire espagnol était très très fort de la péninsule post-franquiste, mais ne laissait pas du tout de place à ce que moi j'avais découvert en termes de réalité théâtrale. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un imaginaire, ça n'existe pas, ça se fabrique. Autant dans la traduction, dans le geste littéraire de la traduction théâtrale, que dans les instances politiques ou publiques, etc. etc. Et c'est ça plutôt que j'ai eu envie de défendre il y a 20 ans, et que je continue d'essayer de défendre et de présenter en termes d'accessibilité, c'est-à-dire de donner accès à des imaginaires qui ne sont pas les imaginaires qu'on connaît habituellement du théâtre hispanophone. Je peux vous montrer dans les détails, bien sûr, après, mais on a quand même la France, en tout cas, a une relation à l'Espagne quand même extrêmement problématique, de mon point de vue, en termes de cases, c'est-à-dire que si on trace un peu l'histoire, la présence des arts espagnols en France, on est quand même sur un exotisme, pour reprendre ta terminologie, extrêmement fort, qui va jusqu'à la Carmencita de Bizet, avec toute la qualité et l'intérêt de Carmen de Bizet. Et je ne donnerai pas d'autres exemples, bien entendu, mais on a quand même des cases extrêmement psychorigides sur les représentations des imaginaires hispaniques en France. Ça se trace, ça se constate dans les productions, dans les maisons d'édition, jusqu'au musée, et la relation qu'on a aux arts plastiques, pour ne pas citer Picasso, avec tout l'intérêt que Picasso peut représenter dans les arts et la peinture. Et donc par rapport à la traduction, qui est mon travail, mon geste, qui vient de la mise en scène, puisqu'initialement moi je suis metteur en scène, et j'ai découvert le théâtre au Conservatoire de Madrid, donc dans une langue qui était l'espagnol, qui n'est pas ma langue du tout. Et donc il m'a semblé qu'il y avait quelque chose d'autre à faire circuler, à faire découvrir en France par rapport aux imaginaires, en tout cas aux gestes et aux écritures émergentes à l'époque qui avaient lieu en Espagne. Alors, je rebondis sur ta formation. Donc, toi, tu viens de la pratique, tu as fait de la mise en scène. Pascal, aussi, toi, tu as travaillé dans le monde du cirque et tu as aussi animé. Enfin, tu peux peut-être, parce que c'est important aussi dans votre geste après de traducteur, je pense, d'avoir aussi travaillé sur le plateau oui, moi, enfin, quand je suis partie un peu d'un handicap lié à l'expression, à la langue française, ou en tout cas à l'expression orale dans ma langue française. Donc j'ai fait un grand saut, d'une part en me projetant en allant en Chine et en me rendant compte que finalement la fréquentation de la langue chinoise m'aidait à me retrouver ma place en France et dans ma langue. Et du coup, ça a correspondu aussi à un moment où c'était le début des nouveaux cirques en France, et je me suis commencé à me passionner pour le jonglage. Mais maintenant, rétrospectivement, je me rends compte que je suis plutôt quelqu'un qui fonctionne en réaction plutôt que dans la création. Du coup, je me suis toujours mis dans l'univers du spectacle vivant, sans avoir nécessairement un besoin de créer. Et alors du coup, par exemple, dans le cirque, j'étais passionnée par le passing en jonglage, mais je m'ennuyais horriblement à faire du jonglage toute seule et à créer des choses. Et puis après, le hasard de la vie m'a fait aussi commencer, après mes études de chinois, parce que je faisais du chinois au lycée en même temps que l'école de cirque. Et après, je me suis dit, allez, je pars à Taïwan, je pars en Chine populaire, me renseigner, essayer de voir tout ce qui se fait au niveau du spectacle là-bas. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à être demandée comme interprète. Alors déjà, c'était pour moi complètement étrange, puisque je fuyais tout ce qui était lié à l'expression orale. Et en même temps, je me suis rendu compte que de me retrouver en situation d'interprète me permettait de libérer quelque chose et de m'imprégner alors, j'ai eu la chance de fonctionner de traduire pour des gens avec qui j'avais vraiment une grande affinité sur le plan artistique, et du coup ils m'ont permis pendant un temps de me nourrir de leurs paroles, de pouvoir me déconnecter et puis de faire mon travail d'interprète
Et puis, comme ça, petit à petit, de prendre un peu plaisir à ce jeu avec la langue. Et après, de le transporter, finalement, dans l'intérêt que j'ai eu petit à petit. Alors, beaucoup de travailler pour le surtitrage et le sous-titrage, et de me rendre compte que tout ça, je sais que ça me dirigeait vers des textes. Alors, pendant un temps, j'ai fait aussi de la traduction de livres, mais ça ne correspondait pas, de romans, et les Chinois ont tendance à écrire des romans très très longs, des romans fleuves, et du coup, rapidement, ça correspondait pas à ma dynamique personnelle, où j'étais pas faite du tout pour passer 1 an devant mon écran d'ordinateur, plongée dans un roman et tout. Par contre, tout ce qui était plus fragmenté, alors là, c'est vraiment je me rends compte à quel point ce mot de fragment me colle à la peau maintenant. C'est que je suis toujours attirée par tout ce qui est, disons, fait de fragments. Et petit à petit, de fil en aiguille, c'est ça aussi qui je me suis rendu compte à quel point, en littérature, tout ce qui était scénario ou texte de théâtre, pour le coup, me correspondait organiquement parlant. Et c'est là que j'ai commencé, parce que donc, je suis partie en Chine avec l'idée de me renseigner sur le théâtre traditionnel. Quand on est français, qu'on est à mon époque fasciné par Pina Bausch en France, on se dit, si on part en Asie, c'est pour essayer d'aller voir justement ce qu'ils savent faire avec un théâtre total et pas couper en deux la personne. Et du coup, étant là-bas, j'étais de fait aussi dans ce qu'ils appellent le milieu du spectacle, du théâtre parlé, notre théâtre occidental. Et donc j'ai vu un peu l'évolution de l'époque où ils mettaient beaucoup de textes étrangers en scène. Il y avait certains dramaturges qui écrivaient, mais très peu. Et puis après, de se dire, il y a un moment donné où on se dit, mais le théâtre dans le monde, le répertoire mondial du théâtre est tellement important pour tout ce qui se passe dans la connaissance mutuelle entre les pays. C'est évident qu'il n'y aura pas un Shakespeare, un Brecht ou un Tchekhov qui va surgir tous les 50 ans, mais qu'un pays puisse se constituer son propre répertoire pour après aller au contact des autres, se faire... rapidement, il y avait le constat qui était que les Chinois mettent en scène des pièces des pays occidentaux, et nous, qu'est-ce qu'on véhicule, qu'est-ce qu'ils nous proposent, qu'est-ce que les metteurs en scène mettent quelle est l'appropriation, et du coup cette envie alors là de chercher, de toujours être d'essayer de chercher les textes et puis d'en traduire le maximum. Alors, après je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le théâtre public qui avait été consacré à la Maison Antoine Vitesse, où chaque comité linguistique s'exprimait. À l'époque, j'étais moi ailleurs, j'ai pas pu participer, mais Corinne Atlan a fait un article où elle décrit ce à quoi elle était confrontée par rapport au Japon. Et dans son article, il suffit à chaque fois qu'il y a le mot Japon qui intervient, on met le mot Chine et on se retrouve exactement dans la même problématique. Alors du coup ça c'est à la fois intéressant, on se dit c'est pas les mêmes pays, mais il y a l'Extrême-Orient, la France, l'Europe, l'Occident, et visiblement une problématique d'imaginaire aussi, c'est-à-dire que dans l'imaginaire lié au mot exotisme aussi, alors s'il y a cet aspect exotisme aux rigidifications dues à un problème d'exotisme, alors là avec l'Extrême-Orient, n'en parlons pas. Il y a malheureusement je pense que ce qu'elle exprimait pour le Japon, c'est peut-être encore plus vrai en Chine, c'est-à-dire que les Chinois ont une connaissance
littéraire, historique de l'Occident, qui fait que quand ils sont face à une pièce de théâtre, un texte venant de l'Occident, ils sont déjà bien outillés, bien armés pour l'accueillir, alors que nous, on l'a pas, ce bagage. Du coup, alors le problème, c'est quand on a une pièce de théâtre comme ça, un texte à recevoir, alors le spectateur va avoir tendance à se dire, à paniquer, à se dire, oh là là, j'ai pas les codes. Et plutôt que de laisser aller, de dire, bon, on prend ce qu'on comprend. Et du coup, après, je sais que régulièrement, quand on propose des textes, alors on est confronté au fait que cette pièce-là, on nous renvoie qu'elle est trop patrimoniale, souvent. Patrimoniale, certes, mais elle est, pour le coup, enfin, nous, en tant que personne ayant accès à la langue chinoise, à la culture chinoise, on se dit, mais c'est quand même là qu'elle est représentative de c'est ce qu'ils savent faire, et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est pas assez universel pour être reçu. Alors après, il y a toute cette position très délicate traduire quelque chose qui on se dit, bon, faute de mieux. Alors là, moi, le faute de mieux, je préfère qu'il n'y ait rien plutôt que du faute de mieux. Mais c'est intéressant parce que dans l'action de choisir tel texte, il y a quand même l'idée pour le traducteur d'identifier des nœuds mémoriels, éventuellement pour des nœuds culturels, à transmettre à d'autres espaces culturels. Enfin, je l'entends un peu comme ça. Et je trouvais ça très beau de dire que tu as commencé par le jonglage. Parce que finalement, la traduction, est-ce que c'est pas ça? C'est-à-dire que tu as 2 langues ou 3 langues que tu maîtrises. Et finalement, c'est l'histoire de jonglerie ou de jonglage un peu entre les choses. Enfin, je sais pas si dans cette image vous retrouvez aussi David et Angie, je sais pas. Cette idée du multiculturalisme, parce qu'en fait le traducteur il se place un peu en surplomb entre 2 cultures et vous travaillez à passer de l'une à l'autre, à faire passer même l'une vers l'autre. Moi je pense que le rôle de traducteur justement c'est le rôle de médiation, c'est vraiment le pont entre les 2 cultures. Moi par la formation initiale en Chine, j'ai fait mes études en littérature du cinéma et du théâtre. Mais mon école est spécialisée vraiment dans le cinéma et la télévision. Et après 4 ans de licence, j'avais travaillé vraiment à la télévision nationale de Chine en tant que réalisatrice et journaliste. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas du tout ma passion, c'était pas ma place. Après, j'ai connu un malheur familial qui m'avait partir de Chine et je suis arrivée en France. Donc j'ai fait mon master, 1 an de master, 2 à Paris 3 sur Bonne Nouvelle. J'ai même suivi le cours de M. Roquois et sur la traduction du théâtre. Et en même temps, après j'ai fait une thèse à Paris 3 aussi sur le théâtre français en Chine contemporain. C'est-à-dire comment les artistes, comment la Chine reçoit, approprie le théâtre français, non seulement notamment le texte, je passe par la traduction, mais aussi le choix de telle ou telle pièce. On travaille beaucoup sur la raison sociologique, tout ça. Et pendant ce temps-là, je travaille en plein temps en tant en fait médiatrice culturelle, vraiment entre les 2 pays. Donc j'ai accompagné, je pense, jusqu'à aujourd'hui, plus de 70 projets dans les 2 sens. Et plus que j'accompagne et plus que je trouve que justement la traduction devient vraiment très importante. Et je me suis mis dedans petit à petit. J'ai toujours écrit en chinois. J'écris quelques pièces de théâtre en chinois. Et j'ai commencé aussi à traduire, vu que j'ai plutôt une bonne base en langue chinoise. Quand j'ai traduit, on m'a dit que en fait, c'était pas du tout comme les gens qui sont en littérature française. On a trouvé quelque chose en chinois qui marche bien. Et surtout, la plupart de mes traductions de français en chinois sont assignées pour le sous-titrage. Et vu que je suis vraiment dans le milieu de la pratique, j'accompagne et je regarde la répétition chaque fois avant qu'il part en Chine. J'assiste à la répétition. Je vois le jeu des artistes,
des comédiens, je travaille avec des metteurs en scène. Dans ton travail, toi, tu accompagnes une production qui part de France pour aller en Chine. Oui, dans l'autre sens aussi. Dans l'autre sens, je suis incapable de bien traduire du français en chinois. Je sollicite tout le temps Pascal parce qu'elle est vraiment super. Et après, je me suis dit, l'enseignement théâtral ou bien la recherche, la traduction, c'est super. Mais j'aime vraiment la pratique théâtrale. Du coup, j'ai fait 2 ans de formation à l'école Jacques Lecoq. Et en fait, cette année, j'écris ma première pièce depuis l'année dernière en langue française. Et je mets en scène. Donc, la création est pour cette année, en octobre. Et je trouve, en fait, le geste de la traduction, il y a aussi un geste de temps en temps de réécriture, d'adaptation, parce qu'on ne pourrait jamais traduire littéralement mot à mot. Et la traduction qui m'a beaucoup le texte que j'ai traduit, que j'ai pris plus de plaisir, je pense que c'est le texte de Valère Novarina, Le jeu des ombres. C'était pour accompagner justement une diffusion de Jean Pellegrini. J'ai toujours traduit des mises en scène de gens de différentes langues, la bonne âme, de Sichuan et l'idiome, tout ça. Je connais bien son travail. On est vraiment on travaille souvent ensemble quand je l'accompagne. Et avec le texte de Jeu des ombres, c'est pas l'auteur le plus facile à traduire. En fait, je me suis perdue. J'ai appelé aux gens ou bien à son assistante de mise en scène et j'ai dit qu'est-ce que ça va dire. Et ils ont dit que ça ne va rien dire. Alors, bravo. Du coup, je me suis dit, ok, c'est la musicalité, le jeu de mots. Il faut que je retrouve en chinois. Donc, j'ai vraiment pris la liberté de trouver les mêmes choses, pas les mêmes jeux de mots, mais dans une autre logique. Ou bien quand il parle des oiseaux, des différents oiseaux, j'ai dit, ok, je vais chercher des oiseaux, mais avec la musicalité de Valère. C'est ça que j'ai retrouvé. Et en fait, de traduire français en chinois, il y a aussi un jeu, pas un jeu, je le considère comme un jeu, c'est comment détourner la censure. Et comment en fait que je puisse passer le message de l'auteur vraiment au public chinois directement, sans j'ai pas très envie de faire un geste d'autocensure. Mais déjà, en Chine, si on présente un spectacle, il faut qu'on demande le Piwen, c'est l'autorisation de représentation. Sans ce papier, tu ne pourrais pas présenter un spectacle avec la billetterie. Tu ne peux que faire à la façon underground. Alors, il n'y a aucun papier qui a dit que ça, tu n'as pas le droit de parler, ça, tu n'as pas le droit de parler. Mais au cours de mes expériences d'une dizaine d'années, j'ai résumé. Alors, déjà, il ne faut pas que le sujet soit anticommuniste. Il ne faut pas qu'on parle de la religion. Il ne faut pas que la religion soit au thème de la pièce. On ne peut pas avoir la nudité sur la scène. On ne peut pas avoir le corps nu. Et on ne peut pas avoir des scènes trop sanglantes ou bien trop grossières. Mais ça limite beaucoup l'apport du répertoire français contemporain en Chine. Mais c'est mieux que flamand. Donc flamand, c'est compliqué. C'est vraiment nudité. Beaucoup de nudité. Alors, moi, par exemple, parce que David et moi, on a tous une grande amie, Anne de Amazeka, de la compagnie Louis Brouillard, Jolie Poméra. Après, on peut peut-être dire, donc, toi tu as traduit Mouawad, Pomera. Oui, j'ai traduit Mouawad, Pomera, et puis quelques pièces de Molière, et en attendant de Beckett. En attendant Godot de Beckett, pardon. Je suis un peu fatiguée. En attendant Beckett, c'est très joli. En attendant. Continuez. Désolée. Je suis un peu fatiguée, désolée que des fois je déraille quand je suis fatiguée. J'ai même prévu, Pascal, aujourd'hui, ce soir, peut-être je vais partir un peu loin. Et par exemple, le Conte et légende, c'est un spectacle que je souhaite programmer juste après la Covid en Chine, parce que c'est un pays qui a été fermé pendant 3 ans. Il n'y a aucun spectacle étranger qui vient de France qui a été présenté. J'ai envie que ce soit un spectacle qui pourrait vraiment faire bouger la scène chinoise.
Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est que Wuchun Festival, c'est un festival indépendant qui ose prendre le risque. Donc, je travaille avec eux dans leur conseil de programmation. J'ai dit, je voudrais présenter Contes et légendes. J'ai préparé, j'ai dit, petit à petit, ça met en scène très important, odeur, vraiment qui travaille avec l'écriture de plateau, tout ça. J'ai bien préparé. Après, j'ai appelé à la compagnie. La compagnie m'a dit, mais tu es sûr, Contes et légendes, tu es sûr que ça va pouvoir passer en Chine? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'injures, beaucoup d'expressions sexuelles. J'ai dit que je vais préparer. Donc j'ai vraiment bien préparé. J'ai fait 3 versions de traduction. Une version vraiment fidèle mot à mot, littérairement même, au texte original. Ce texte de base me permet de prendre justement un recul pour analyser le risque de la censure. Et aussi pour que le festival prenne le même risque que moi. Donc on a tous la même base, on dit que ça c'est risqué, ça c'est risqué, ça c'est risqué. Après j'ai fait la deuxième traduction spécialement pour demander l'autorisation de représentation, que j'ai adouci tous les mots graves qui pourraient vraiment piquer leurs yeux. J'ai supprimé, j'ai enlevé. C'est passé, on a eu l'autorisation de représentation. Après j'ai fait la 3e version de sous-titrage pour garantir que quand même la traduction soit vraiment fidèle au texte original. C'est-à-dire, des fois il y a des mots vraiment trop forts en français. Je travaille sur l'intensité des mots pour juste adoucir. Tu peux donner un exemple pour qu'on se rende compte ce qu'il y a quelque chose qui est trop En fait, parce que dans le texte de Contes et légendes, nous ça nous choquera pas, mais pour comprendre quelle est la mesure de ce qui peut choquer la censure chinoise par exemple. En fait, par exemple, il y a des mots comme enculé, enfin vraiment des mots de jeunes dans le banlieue. Enfin, enculé, c'est tellement normal dans le texte. Et on a vraiment beaucoup d'injures. Et moi, j'ai essayé justement parce que la langue chinoise est une langue, je trouve, très symbolique, comme tu as dit. Il y a beaucoup d'images imaginaires qui nous envoient. J'ai essayé, par exemple, dans le texte, on parle de couilles, tout ça. Je vais le traduire comme tanda, comme des œufs. Je ne traduis pas vraiment couilles en chinois. Mais tanda, c'est une expression qu'on parle justement de cette partie, mais un langage d'adolescent, un peu mignon, ça passe. Des fois, donc, je joue sur ça. Et puis, il faut faire attention, maintenant en Chine, à cause de la Covid, il y a une sorte de tendance de dénonciation, de surveillance par le gré pendant 3 ans de Covid. Donc, ce qui est compliqué aujourd'hui en Chine, des fois, c'est le public qui dénonce le spectacle, qui dit qu'il y a ça. Mais heureusement, Wuchun, ils ont un super public. Et surtout, quand j'ai tout préparé, le directeur du festival est venu la veille, vraiment général, on regarde, après il m'a dit, mais Tim, ne t'inquiète pas, vas-y, parce que ça file tellement vite, il parle vite, et le jeu d'acteur est tellement fort. En fait, tu es attiré par la scène, et tu suis un peu, ils ont dit, ils n'ont pas le temps de prendre une photo ou prendre une note. En fait, c'est pour cela, en fait, c'était tellement, pour moi, c'est tellement... C'est spectacle vivant, c'est éphémère aussi dans le geste de sous-titrage. Des fois, ça nous arrive avec la bonne âme, on réduit quelque chose, dès que je vois que ça marche, je remets. Pour que, c'est pareil pour le littoral de Wajdi Mawan. Pareil avec Wajdi, au début on a fait beaucoup d'échanges par rapport à son texte, parce qu'on avait présenté à Wuchun Festival, toujours le même qui reçoit Pomera, et aussi on a présenté à Pékin. Il faut savoir qu'en Chine, pour chaque ville, il y a un bureau de censure. Et chaque ville, en fait, un spectacle pourrait marcher à Pékin qui ne pourrait pas marcher à Shanghai. Donc il y a vraiment une variation. Alors à Wuchun, le contrôle est moins strict parce que le festival s'entend bien avec le bureau de censure. Je sais, en tout cas, ils ont arrivé à faire ça. Mais tandis que Pékin, depuis quelques années, à l'époque, c'était vraiment la ville la plus libre de Chine. Mais depuis quelques années, ça ferme. Et c'est un théâtre qui a vraiment un vrai répertoire, le théâtre d'art du peuple de Pékin.
les gens du théâtre qui m'ont dit, mais Tim, en fait, on a passé le texte, c'est pas passé, il faut que tu fasses ça. Du coup, dans la version au théâtre du peuple de Pékin, il y a des choses qui sont un peu plus réduites, tandis qu'à Wuzhen, on a gardé presque l'intégralité. Et je remercie aussi le geste de Washti à l'équipe de la colline. Quand je parle de problème de nudité avec eux, le problème de sensualité, Washti a dit que pas de souci, je vais remplacer le gémissement par le miaulement. Mais ça m'a fait beaucoup rire. Et puis ce sont vraiment des artistes qui jouent comme des chats qui sont en chaleur, au lieu que ce sont des humains qui sont en chaleur, et ça passe. En fait, ce qui est beau sur la scène théâtrale, c'est-à-dire avec le théâtre, on peut tout faire. On n'a pas besoin de présenter une table sur la scène quand on parle d'une table. C'est pareil aussi avec, je trouve, avec le sous-titrage. Donc chaque fois, on essaye de passer ça. Et c'est pour cela, avec le littoral, j'ai fait 4 versions de traduction. Pareil, version vraiment fidèle, et une version pour Wuzhen Festival, une version pour Pékin, même 5, parce que chaque ville, je propose aussi une version pour la censure. Et puis, je suis très contente parce que Littoral est un sentier que j'ai traduit, vient d'être publié en Chine, donc vraiment par une maison d'édition. Et moi aussi, quand on va publier quelque chose en Chine, quand j'ai envoyé le texte, j'ai contacté plusieurs éditions. Il y a certaines éditions qui m'ont dit tout de suite, ces passages-là, il faut que tu nettoies, il faut que tu supprimes. Donc j'ai envie de défendre les mots de Washti. J'ai dit, dans ce cas, c'est pas pour vous. Et finalement, j'ai trouvé l'édition de l'Université de Nankin. Et la rédactrice en chef, je lui ai dit qu'on m'a demandé de supprimer ça. Quel est votre avis? Elle m'a dit, mais Tim, tu traduis d'abord et on verra après. Et c'est pour cela, avec cette maison d'édition, on a pu vraiment presque tout garder. Il y a peut-être 2 ou 3 mots qu'on a adoucis. C'est juste pour vous dire qu'il y a toujours des moyens de détourner la censure. Et la Chine, ça fait peur, mais c'est pas un fer dur, en fait. Ça crée une image, mais la Chine est infinie. Donc je pense que tu connais. Donc il y a toujours des manières à faire des choses. Je vais rebondir sur la question de la censure. Est-ce que toi, David, tu as des textes qui peut-être ont été nativement censurés? Est-ce que tu traduis, par exemple, des choses qui viennent de Cuba, donc de pays qui ne sont pas libres non plus? Est-ce qu'il y a des textes qui t'arrivent un peu tronqués et que du coup tu peux rétablir une fois qu'ils sont en français ou pas du tout? C'est pas ce chemin-là. Alors effectivement, moi par rapport à la censure, exception faite de Cuba, les autres pays ne sont pas assujettis à la censure, bien que les régimes soient de dictature parfois, mais on n'est pas dans le régime, en tout cas communiste, de la censure. Pas forcément, en tout cas en termes de traduction. En fait, je ne suis pas du tout dans la même problématique, en tout cas la même situation, puisque je défends, en tout cas je propose des traductions pour l'édition, volontairement. C'est-à-dire que je ne défends absolument pas et mon geste ne s'inscrit pas du tout dans le surtitrage et donc ce qui pourrait se passer sur un plateau dans un premier temps. Donc j'aurais tendance à faire le contraire, je rajoute des mots. Et s'il faut dire 2 fois une grossièreté, éventuellement je la dirai 2 fois. Mais comme on est dans la langue française et en France, je peux dire 2 fois une grossièreté, ça ne va pas poser a priori de grands problèmes, en tout cas d'ordre moral ou d'ordre politique à la censure. Par rapport à... Non, dans les textes que je choisis pour la collection cubaine, puisqu'on a une collection par pays, à terme en tout cas hispanophone, la collection cubaine, il y a des auteurs qui sont en exil eux-mêmes, mais ce n'est pas leurs textes qui sont tronqués ou retravaillés par la traduction, en aucun cas. On prend vraiment les textes tels qu'ils sont. Enfin, le projet, c'est que chacun et chacune des traducteurs, traductrices prend le texte tel qu'il est et le traduit tel qu'il est pour Ils sont déjà édités dans leur pays? Oui. En général, oui. Pas tous, mais en règle générale, oui. Mais j'ai la chance de travailler un peu très tout seul. Donc, s'ils ne sont pas publiés, qui est souvent quand même un prérequis en France pour publier des traductions, il faut que ça ait été publié dans le pays source. Voilà, l'avantage d'être pauvre, comme je dis, c'est que tu fais un peu ce que tu veux. Voilà. Donc, il peut arriver qu'il y ait des textes qui ne soient pas publiés et je les traduis et on les publie quand même. Il n'y a pas là-dessus de problème. Mais en revanche, parfois, il m'arrive de mener des projets d'ex-traduction. Donc, je ne traduis pas vers l'espagnol, mais dans ces pays-là, où les programmes, on va dire, de soutien de l'Institut français, etc., n'arrivent pas forcément à
trouver leur place pour des raisons souvent économiques. Et donc je sers de passeur pour le coup auprès de maisons d'édition cubaines en l'occurrence. Et c'est très compliqué effectivement. C'est très, vous voyez, j'en casse mon stylo parce que, alors c'est très compliqué. Moi je ne suis pas en danger pour le coup, mais on est quand même, on me demande d'être très prudent avec les textes qu'on fait passer à Cuba, dans la maison d'édition cubaine qui s'appelle Tablas al Arcos. On ne me l'écrit pas, on me le dit au téléphone, mais enfin voilà, on me dit quand même que... Mais on n'a jamais été embêté, ni enquiquiné, il n'y a pas de problème majeur là-dessus. Mais par rapport à ce que vous disiez, je me suis un peu perdu. Il y a plusieurs choses, je trouve, moi, par rapport aux imaginaires de la traduction théâtrale. C'est d'abord le geste, effectivement. Mais c'est une question de pratique. C'est où est-ce qu'on se trouve aussi professionnellement ou personnellement, individuellement par rapport à ce geste-là. Parce qu'on parle toujours de la traduction, mais en fait, ça n'existe pas, la traduction. Ce qui existe, c'est le rapport qu'on a chacun avec cette pratique, ce geste littéraire, que ce soit du surtitrage, de l'édition, du plateau, de l'écriture. Après, il y a effectivement des préceptes, comme on dit, en traductologie, mais en plus, pour le coup, en dramaturgie, en théâtre, on fait un peu fi souvent de ces préceptes dits de traductologie, parce que justement le plateau semble, ou la dramaturgie en tout cas, semble injecter d'autres problèmes qui ne sont pas du tout que l'oralité. Et là j'en reviens justement à ce que vous disiez par rapport au jonglage. Moi j'ai plutôt le sentiment d'être un funambule, mais sans doute parce que j'étais voir le funambule à la ville l'autre soir, mais j'ai plutôt le sentiment de devoir être dans cette espèce d'équilibre constant entre tous les paramètres d'une traduction qui en fin de compte sont infinis. On peut en lister quelques-uns sur lesquels on va tous et toutes être d'accord, mais en fin de compte, chaque traduction est une aventure sur un fil et on se casse la figure 10 000 fois, enfin je parle pour moi, et on n'est jamais certain à la fin non plus que le texte qu'on va livrer à son éditeur ou à son metteur en scène ou à son technicien pour le surtitrage conviendra complètement. Et moi je trouve que c'est plutôt ça qui est intéressant par rapport aux imaginaires aujourd'hui, et d'autant plus avec cette horrible chose qui s'appelle l'intelligence artificielle, quand même, qui a envahi la pratique en très peu de temps, pas seulement dans la traduction. C'est l'imperfection de notre travail. C'est le fait qu'effectivement, quand on traduit de la langue pour le plateau ou pour le livre, il y a quelque chose quand même qui ne fonctionne jamais complètement à 100%, il me semble, et que justement, quand c'est hyper fluide, cette chose qu'on appelle la langue cible, non, quand on est cibliste et que ça marche super bien dans la langue d'arrivée, quand même, pour moi, en tout cas, c'est un peu douteux d'un point de vue, pour le coup, politique même, sur le rapport qu'on a à la langue. Et ça, en fait, je me rends compte dans ma pratique, mais aussi auprès de mes étudiants, puisque j'enseigne ici et là, tout cela, que c'est très compliqué de transmettre que l'imperfection n'est pas forcément un défaut dans la pratique de la traduction littéraire théâtrale, et qu'au contraire, elle laisse de la place à ce que tu disais initialement sur les idéogrammes, etc. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit une mauvaise traduction, être fautif et faire des erreurs, c'est pas ça que je dis non plus, mais l'autre jour, on me disait cette traduction est hésitante, et c'était plutôt une critique mauvaise qu'on me faisait, et j'ai trouvé que c'était le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. Donc, alors, bien sûr, il y a différents paliers, il y a des seuils, tout ça, ça se vérifie aussi un petit peu, hein, la langue, c'est pas simplement une question de subjectivité, mais je trouve que la question des imaginaires, et non pas de l'imaginaire, elle s'inscrit beaucoup dans ce tout petit tremblement en fait de la langue qui fait qu'à un moment donné il y a une distance qui se crée à la lecture ou à la réception dans la salle où là effectivement chacune et chacun peut imaginer quelque chose, que nous on drive, on dirait en anglais, donc, qu'on accompagne évidemment et qu'on induit très fortement en traduction. Et de fait, je trouve que les imaginaires hispanophones, puisque pour le coup c'est ce qui... Mais en fait, quand on a bavardé de ça avec Céline, moi j'ai trouvé formidable de bavarder sur la question des imaginaires de la langue chinoise et de la langue espagnole, ou des langues espagnoles, par rapport au topos, par rapport au territoire, plus qu'à la transmission d'informations que nous donnerait un texte, et donc à l'expérience en fait qu'on fait de la langue quand on traduit. Parce que c'est ça, moi je trouve, qui est important, c'est l'expérience que le traducteur ou la traductrice fait, fabrique et transmet de la langue à un moment donné dans un dispositif dramaturgique. Et par rapport à ça, je pense qu'on a une responsabilité très, très grande, les traducteurs, qui s'est un petit peu déplacée depuis 30 ou 40 ans.
si on regarde l'histoire de la traduction en France et la création de la Maison Antoine Vitesse et ce qui a fondé le fait qu'on défendait une traduction depuis le théâtre, et qu'on était aussi des passeurs et des passeuses privilégiés. Il y a 40 ans, quand on ramenait des textes de pays lointains, c'est qu'on était privilégiés aussi dans le rapport au passage d'un pays à l'autre, qu'il soit censuré ou pas censuré. Et de ce point de vue-là, la France a toujours été très puissante avec son modèle exemplaire, etc. etc. Et en fait, je trouve que notre responsabilité, elle a beaucoup changé aujourd'hui, parce que déjà, on a beaucoup moins besoin de se déplacer pour découvrir des textes, bien qu'on les découvre encore beaucoup en se déplaçant. Enfin, moi, je les découvre beaucoup quand je voyage. J'en reçois 200 dans la journée. Je peux en lire 200 s'il le faut, mais je crois que c'est beaucoup en se déplaçant nous-mêmes dans l'espace géographique, et qui n'est pas une question de prendre des vacances au soleil, mais d'être effectivement sur des territoires où la réalité est de façon très tangible différente. Quand vous arrivez au Mexique, qui est un pays où je travaille beaucoup, le Mexique, c'est pas tellement sympathique quand on arrive à Mexico, même si tout le monde adore le Mexique. Je veux dire, ce qu'on traverse au Mexique, même dans la ville de Mexico, qui n'est pas une ville si dangereuse que ça par rapport au pays, mais quand on revient en France ou en Europe, on sent la tension. Enfin, on porte avec nous la tension que les gens de théâtre fabriquent eux-mêmes et retransmettent dans leurs écritures contemporaines. Et je pense que c'est ça surtout qui est important, enfin pour moi en tout cas, d'essayer de retrouver dans la traduction que je vais transmettre à une maison d'édition, ou peu importe, à un théâtre, ou à un lecteur ou une lectrice à la maison, tout simplement. Et en fait, donc, ça veut dire que les imaginaires, ils sont difficiles à définir. C'est-à-dire que chaque texte colporte, et on fabrique un imaginaire un peu différent à chaque fois qu'on le traduit. Pour autant, je regardais quand même mes notes. Aujourd'hui, je m'étais dit, oh non, je passe pas la journée à préparer cette soirée. Et puis quand même, si je vais aller chercher des trucs que j'ai écrits il y a 20 ans. Et je me suis rendu compte qu'il y a quand même des... Je ne parle pas de la maison d'édition, je ne parle pas d'Actualité Édition, qui a des lignes éditoriales précises, où j'essaie de me tenir à des axes éditoriaux pour construire un répertoire éditorial qui n'est pas juste, entre guillemets, le cumul de très bons textes, mais aussi de textes qui dialoguent entre eux. Il m'a semblé, enfin j'ai retrouvé dans tout ce que je parcouris aujourd'hui, que par rapport au territoire hispanophone, il y a quand même un imaginaire, si on met de côté le soleil et la plage, il y a quand même la notion de disparition, donc de violence évidemment, violence faite à l'individu, violence politique, violence intime, des thèmes qui aujourd'hui on peut retrouver dans nos dramaturgies. Mais la dimension de la disparition, c'est-à-dire quelque chose qui est constamment en train de disparaître, qui a à voir peut-être avec le théâtre baroque et l'horizon au lointain, juste pour rappel, pour rappel symbolique, mais avant Christophe Colomb, là-bas, de l'autre côté des océans, ça tombait, c'était, n'est-ce pas, ça tombait, il n'y avait rien. Et en fait, je crois qu'on travaille beaucoup, enfin, nos imaginaires, même de chercheurs et de chercheuses artistiques en tout cas, procèdent encore beaucoup sur cette ligne d'horizon. C'est-à-dire que c'est toujours en train de disparaître ce qu'on essaie de ramener ici, en termes d'imaginaire, j'insiste. Tous les textes que je lis avec plaisir, en tout cas, sont toujours des textes hispanophones, j'insiste, qui m'échappent. Comme si cet horizon était toujours en train de faire en sorte que la réalité de ces pays-là disparaissait constamment, d'ici, vu d'ici. Et en fait, c'est ça que j'avais envie aussi de partager avec vous. C'est-à-dire que ce n'est pas autant de rendre réel, de faire exister une réalité mexicaine, cubaine, costaricaine, etc., dans notre pays, que d'essayer de traduire quelque chose qui nous échappe constamment, d'ici, quand on est ici. Évidemment, quand on est là-bas, la question de la traduction, elle ne se pose plus, en fait. Elle ne se pose plus du tout. Elle disparaît, elle est balayée d'un revers de la main. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve qu'on a une vraie responsabilité aujourd'hui dans le geste de la traduction et comment on ramène ces textes. Et le choix des textes. Et c'est intéressant parce que du coup, il y a vraiment l'idée des points de vue. Là, tu l'as dit, vue d'ici, vue de là-bas. Et du coup, la traduction, c'est ce qui permet aussi de rendre, c'est une image qu'on aime beaucoup dans les archives, de rendre proche le lointain. Donc le lointain, l'Orient, le Mexique. Donc la traduction a le pouvoir aussi de tracter un imaginaire culturel dans une autre culture. Et je sais pas, ça vous parle cette idée de... Moi, je trouve que ça en fait, plus qu'un transport, puisqu'historiquement c'est un transport, n'est-ce pas, la traduction d'un point A à un point B, moi je trouve que ça plutôt c'est un nouveau rapport à nous-mêmes et à notre langue.
plus qu'un transporter quelque chose d'ailleurs. En tout cas, c'est mon expérience de la traduction, elle s'inscrit dans ce... En fait, je traduis parce que je cherche ma langue, la mienne en tant que Français, au théâtre, parce que je suis un homme de théâtre. Et donc, c'est plutôt dans ce nouveau rapport constamment renouvelé que je trouve le geste de la traduction aujourd'hui, j'allais dire pertinent, c'est pas très sympa de ma part, mais en tout cas, moi, qui me semble intéressant. Oui, c'est le rapport à l'altérité, au fond, finalement. Oui, mais à notre altérité à nous, ce que ça fait sur nous, et non pas comment on accompagnerait, et surtout par rapport aux pays hispanophones, parce que je vous rappelle que quand même la France a fait pas mal de choses dans les années 80-90 pour sauver des auteurs en danger, en Amérique du Sud, beaucoup, avec Tintas Frescas, avec le programme Tintas Frescas, qui est un grand programme avec des éditeurs français, qui faisaient aussi venir des auteurs en péril d'Amérique du Sud et les ont fait traduire et les ont fait connaître en France. Aujourd'hui, la planète est dans un état tellement généralisé d'un point de vue de la catastrophe politique que, on ne peut pas singulariser les pays hispanophones comme ayant quelque chose comme ça de spécifique. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt par rapport à ce qui se passe chez nous qu'il est intéressant de faire venir des textes et de les traduire d'un ailleurs qui n'existe pas, justement, qui ne semblerait ne pas exister. Et il faut être ouvert, être prêt à accueillir cet ailleurs aussi. Et c'est pas toujours évident. Surtout pour le théâtre français en Chine, surtout avec Pascal, on avait travaillé sur 2 projets avec Festival d'Avignon, La Maison de Thé et le 7e jour, produit par vraiment une compagnie, pour moi, le metteur en scène le plus important du théâtre contemporain chinois, s'appelle Mu Qinghui. En fait, c'est à travers ces 2 opérations que j'ai compris que je trouve le public avignonnais était prêt de recevoir des choses ailleurs. Mais les critiques du théâtre, je ne sais pas si ce sont des vraies critiques ou pas, ou bien des journalistes du théâtre, surtout des grandes presses, ils viennent voir le spectacle, avoir quelque sorte de préjugés. Soit ils attendent un spectacle chinois imaginaire, dans le sens exotique, que ce soit la Chine comme leur imagination. Mais dès que tu présentes quelque chose extrêmement contemporain, ça ne va pas du tout. Ils vont dire que cette forme-là, on avait fait aussi en France. Ils se sont inspirés de chez nous. Mais je me suis dit, aujourd'hui, quand on regarde les formes contemporaines en Europe, oui, chaque artiste a des esthétiques, mais il y a toujours une tendance. Donc je vois l'esthétique de Pomera qui est super, mais des fois je vois aussi des artistes qui s'inspirent et on trouve toujours des choses. Et c'est pour que, ou bien on attend que ce soit une production chinoise très provocatrice contre le régime, avec une façon vraiment frontale. On ne se soucie pas si l'artiste, quand il rentre en Chine, quelle situation il va vivre. On ne regarde pas quel risque il va prendre en posant ce geste. Je vais laisser Pascal de parler, par exemple, dans la traduction, par exemple, La Maison de Thé et le 7e jour, ce sont des spectacles ultra engagés. C'est juste que, vu que c'est la première fois un spectacle chinois, surtout La Maison de Thé, a été, premier spectacle de la Chine continentale a été invité au Festival d'Avignon depuis 73 ans. Le ministère de la Culture en Chine était très enthousiaste. Ils n'ont jamais vu le spectacle. Ils n'ont jamais vu parce que le spectacle était présenté à Wuzhou. Et ils ont décidé de donner un peu d'argent pour le billet d'avion. Ils n'ont jamais vu le spectacle. Mais je veux aussi dire, dans le ministère de la Culture en Chine, il y a aussi des fonctionnaires qui ont fait leurs études en Allemagne, en France, dans plein de pays. Ils ont aussi des esprits ouverts. Ils ont essayé aussi de changer des choses à l'intérieur. C'est pas tous les fonctionnaires chinois, ce sont des autoritaires, ce sont des dictateurs. Et c'est juste qu'on a eu le soutien de billets d'avion, ça devient quelque chose de pas possible. Et ils ne regardent même pas le contenu du spectacle. Et c'est ça qui m'a beaucoup, pas blessée, mais un peu en colère. J'ai accompagné Mu Qinghui pour presque tous les interviews de la presse en France, il n'y a pas
il n'y a pas une presse qui lui pose la question sur artistique. Tout le monde lui pose la question sur l'événement de la place Tiananmen en 1989. 30 ans est passé, on n'est que sur ça, sur la liberté de droits de l'homme, de l'expression, tout ça. J'ai dit, mais tout est dit dans son œuvre. Une fois, j'ai eu un appel d'une journaliste de 26 ans, Camille, je me rappelle très bien. Elle s'occupe vraiment le nouveau média de la France Culture. On s'est très bien entendu au téléphone. Camille a posé des questions très intéressantes auprès de l'artiste chinois. Et d'un coup, elle a commencé aussi à parler de la politique de la Chine, tout ça. J'ai dit, mais Camille, s'il te plaît, pas toi. Parce que j'en ai ras-le-bol. Chaque jour, c'est le même type de questions. Et c'est ça que je trouve qui était dommage. Et puis le spectacle était vraiment pas massacré. Il était tellement pris par 3 ou 4 journaux. Et ils ne font même pas de recherche sur la création. Ils se sont trompés même sur le temps de production, tout ça. Mais je ne sais pas, en fait, quand tu fais même pas un peu d'études, ou tu n'essayes pas de comprendre ce qui s'est passé ailleurs, et comment tu es prêt de recevoir une autre culture. Et du coup, pour la 2e fois, le 7e jour, j'ai un peu préparé. Enfin, j'ai mieux préparé qu'avant. Donc, j'ai vraiment beaucoup écrit pour la presse de communication et j'ai parlé même avec l'équipe de communication du festival pour dire que s'il y a quelqu'un qui écrit sur... On a toujours un flyer qui interview. J'ai dit que j'aimerais bien avoir cette personne au téléphone. Je lui explique un peu qu'est-ce que c'est le théâtre en Chine. À l'époque, j'avais sorti deux numéros spéciaux sur le théâtre, des théâtres des langues chinoises. On a parlé aussi de Taïwan, de tout ça, justement pour donner en fait une idée globale, générale sur le théâtre chinois aujourd'hui. C'est tellement complexe. C'est un théâtre, c'est un pays qui a un théâtre, on dit courant principal. Ce sont vraiment des productions, des grandes institutions publiques qui reçoivent la subvention publique de l'État. Il y a aussi un sorte de théâtre de divertissement, un peu comme le théâtre de boulevard en France. Il y a aussi du théâtre expérimental, que les gens et les artistes essaient de montrer d'autres choses. Mais ces 3 milieux sont toujours travaillés ensemble, parce que le milieu doit survivre. On n'a pas le modèle économique comme en France, que les théâtres soient tellement subventionnés. Malheureusement, ce n'est plus le cas, c'est en train de changer aujourd'hui. Mais par exemple, Meng Jinghui, ça lui arrive de faire une création un peu de divertissement parce qu'il doit nourrir sa compagnie. Mais souvent, il faut qu'on essaye de comprendre et d'être bienveillant, d'accueillir cet imaginaire d'ailleurs et de ouvrir un peu l'imaginaire aussi. Du coup, ça oblige le traducteur à produire un discours à côté du discours traduit pour le rendre aussi accessible. Ce qu'on n'a surtout pas envie de faire en général. Oui, mais du coup, vous êtes un peu forcé par des choses à le faire. Oui, c'est vrai qu'après, il y a aussi quand même le désir de la part des gens. Quand on se confronte à... c'est vrai, un critique qui a vu un logo officiel sur l'affiche et qui dit « bon, ça suffit, on ne regarde pas, on n'écoute pas », alors qu'il suffisait de prêter l'oreille effectivement à ce qui était dit du début à la fin du spectacle pour se rendre compte à quel point le spectacle était courageux sur le plan politique et engagé à sa façon, mais en utilisant en faisant passer les messages d'une façon recevable dans le pays. Et puis, dans le cas de Meng Jinghui, pourquoi il y a dans son travail avec les acteurs, c'est ce qui est merveilleux dans son travail avec les acteurs, mais des plages entières d'improvisation, c'est qu'on comprend que au moment de soumettre le texte à la censure, il y a une version improvisée qui sera celle-là, et puis tous les soirs elle varie, et au moins là, alors le problème c'est que comment faire part de l'improvisation théâtrale en surtitrage, là on rentre dans quelque chose de compliqué, mais ça c'est pas un bon exemple, mais ça me fait penser aussi ces auteurs comme Meng Jinghui ou comme d'autres auteurs chinois. Là, il se trouve que j'ai traduit une pièce là récemment soutenue par la maison Antoine Vitesse sur un auteur qui
lui-même est poète, est dramaturge et a eu une envie folle de porter, d'écrire pour la scène le procès de Brodsky. Donc il y avait une évidence que lui, en tant que poète chinois, il serait dans son pays, ce pays qu'est la Chine, on comprend facilement que la situation de Brodsky à l'époque en URSS, il s'identifiait énormément. Bon, il se trouve que c'est une première pièce qu'il avait écrite, il en a écrit des plus intéressantes depuis. Elle n'est pas forcément révolutionnaire sur le plan d'écriture théâtrale, mais d'avoir cet homme derrière, ce chinois, et les choix des poèmes, parce que du coup, c'est le temps du procès, il y a, et donc dans la pièce de théâtre est intégré des poèmes de Brodsky. Brodsky décidant de l'absurdité du procès, lui disant j'ai pas besoin de répondre au juge, je réponds par le biais de ma poésie. Donc c'est un peu la construction de sa pièce. Et ça me faisait, je pense à ça parce que comme pour Meng Tinghui, comme pour beaucoup d'auteurs, finalement on est face à des auteurs qui font appel énormément à des références littéraires, des références à d'autres œuvres, peu importe le pays. Dans le cas de Meng Tinghui, c'est souvent c'est la maison de thé, c'est le 7e jour, une adaptation d'un roman déjà, mais dans son adaptation, au milieu, on se rend compte qu'il y a Brecht, il y a des nouvelles aussi de Lao She, d'un autre auteur chinois, il y a Oedipe, il y a énormément de choses. C'est vrai que parfois je me disais, quand même tous ces emprunts, qu'est-ce qu'ils ont à dire eux-mêmes, d'eux-mêmes. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais c'est aussi merveilleux d'avoir des auteurs qui font, c'est une sorte d'hommage rendu à la littérature par le biais de leur choix. On a aussi accès à c'est important de savoir qu'est-ce qu'il a choisi, et puis tout ça fait une cuisine interne, qui fait sens et qui est aussi mais c'est vrai aussi l'histoire du théâtre parlé qui oui. vient justement de l'Europe. C'est pas oui. notre propre théâtre. Oui, c'est l'origine, ça vient de l'Europe. Mais après, par rapport à la réception, soit on est braqué d'avance et on se dit, oh là là, c'est que finalement, du coup, c'est l'aspect copie ou je ne sais quoi qui prend le dessus, un montage, ou soit on s'intéresse vraiment à l'organicité du spectacle, et puis soit on considère que ça fonctionne. Et là, dans le cas de... je sais qu'on lui reprochait aussi beaucoup son esthétique en disant, oh là là, ça on a vu chez les Allemands, on en a suffisamment, on veut plus voir. Ils en sont encore là, on attendra qu'ils nous présentent autre chose, qu'ils aient évolué. Mais je me souviens, moi, à l'époque, parce qu'on avait fait une très belle rencontre avec Alan Rath, suite au 7e jour, là. Il m'avait demandé alors, du coup, là, j'étais vraiment en plein dans le travail, parce que ce travail, je m'occupais du surtitrage à ce moment-là. Il évoluait jusqu'à la dernière du spectacle, pratiquement. C'était une évolution incroyable, permanente. Et donc, il y avait vraiment... Je sais que je m'étais exprimée un peu sur la façon... j'avais décortiqué un peu la façon dont les choses s'étaient passées sur le plan du surtitrage. Et puis, on avait parlé de ces problèmes d'esthétique, et je me souviens que je leur avais dit que moi, personnellement, l'esthétique de Meng Tinghui et surtout de la maison ou de façon générale, c'est pas du tout quelque chose vers laquelle j'aurais été personnellement, mais qu'à un moment donné, donc en prêtant l'oreille à tout ce qu'il dit, là par contre, déjà, il a une façon de s'exprimer, de construire son récit, encore une fois, très fragmenté, qui me convient énormément. Donc, à chaque fois que je traduis quelque chose de lui, je suis happée par son... Et j'ai tout de suite accès j'ai l'impression de me retrouver dans le secret du moment de fabrication.
Et donc, pourquoi se priver de quand il y a des affinités comme ça? Et du coup, je sais que je me disais, mais finalement, ces histoires d'esthétique, on peut très bien, quand on nous apprend en général à ne pas nous arrêter à l'apparence de quelque chose, mais quand on dialogue avec quelqu'un, c'est ce que la personne a dit, on écoute, on se rend compte qu'il y a affinité, peu importe si la robe, le pantalon qu'elle a nous plaît ou nous plaît pas. Et là, il se trouve que dans les spectacles de Monty Hui, ce qui présente sur le plan esthétique, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais en même temps, j'adore. Là, tous les trois, vous travaillez quasiment uniquement sur du répertoire contemporain dans vos travaux de traduction, de surtitrage. J'ai entendu Molière tout à l'heure, mais qui fait peut-être un peu exception dans le nom, mais vous êtes vraiment sur des auteurs d'aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à aller dans le sens de... Enfin, ma spécialité de départ, c'est vraiment le théâtre traditionnel chinois. Sauf qu'après, il faut vivre. Et puis, les deux m'intéressent. Donc, j'ai fait beaucoup de traductions de livrets d'opéra traditionnels chinois, et puis du surtitrage aussi. Et autant de traductions de théâtre contemporain, les deux, quoi. Tu veux rebondir un peu Avec plaisir, ouais, merci. Alors moi, je traduis que du théâtre contemporain, enfin en tout cas du 21e siècle. Mais il y a une petite histoire, et je veux la partager parce qu'elle n'est pas qu'anecdotique, je ne crois pas. Je me trompe, mais quand j'ai fait mes études au conservatoire de Madrid, je ne m'intéressais, comme souvent quand je prends le conservatoire, j'ai fait des études de mise en scène et dramaturgie. Je ne m'intéressais qu'aux classiques, et aux classiques français. Le siècle d'or espagnol, ok, et les classiques français, histoire de ne pas être d'accord, enfin d'être d'accord avec personne. Et surtout parce qu'à l'époque, je vous parle des années 90, il y avait encore la pesetas, d'accord. Donc c'est vraiment une époque lointaine, d'accord, d'un point de vue symbolique pour le coup, et réel. Et les traductions auxquelles j'avais accès des auteurs français, sans être un spécialiste ni de Racine, ni de Genet, ni de Claudel, qui étaient les trois auteurs qui m'intéressaient, mais quand même, quand j'accédais, donc je travaillais en espagnol évidemment, tout ça se faisait en espagnol avec des camarades qui ne comprenaient que l'espagnol et qui ne parlaient que l'espagnol pratiquement. Et donc j'ai commencé à me rendre compte, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que la langue était quand même plus que centrale dans la question du théâtre, plus que de la traduction. Mais bon, j'étais un jeune homme à l'époque. Et donc, pour moi, le théâtre, c'était les classiques, et nada más. Jusqu'au jour où, après mes études, je suis rentré au Théâtre National et j'étais nommé, je ne sais pas comment, enfin pas nommé, mais on m'a dit, tu seras l'assistant de Guillermo Heras. Et Guillermo Heras, c'était un metteur en scène et un dramaturge extrêmement important pour l'Espagne. C'est lui qui a notamment renouvelé toute la scène et l'institution, surtout culturelle, théâtrale, dans les années 90. Donc j'ai été son assistant pour un texte de Juan Mayorga, qui à l'époque était un jeune bleu qui sortait presque du panier. Et Guillermo montait essentiellement et exclusivement des auteurs espagnols émergents. Et c'est lui qui m'a fait découvrir, en 2 temps 3 mouvements, le foisonnement des écritures émergentes, j'insiste, c'est fin 90, en Espagne et en Amérique du Sud. Et à partir de ce moment-là, pour le coup, toutes les écritures classiques, les textes classiques disparaissent de mon viseur, mais immédiatement. C'est-à-dire ce qu'était le siècle d'or, c'est lui qui parlait du siècle d'argent, dans l'analogie du siècle d'or, il disait le siècle d'or espagnol a donné naissance au siècle d'argent d'aujourd'hui, donc contemporain. Et ça a été une révélation, non pas parce que les textes contemporains sont plus intéressants ou mieux, c'est pas du tout une question hiérarchique. C'est ce que tu dis, que je trouve tout à fait, qui me touche beaucoup, c'est que pour moi, à l'époque, les écritures contemporaines, c'était pas un très bel habit. Quand je lisais les auteurs, même Juan Mayorga, tout ça, je peinais. Je comprenais pas très bien, d'ailleurs, de quoi il était question dans les écritures contemporaines, alors qu'un texte classique, il était plus facile d'accès. Et rapidement, je me suis rendu compte que ce que j'y trouvais derrière, qu'on ne voyait pas, ces scènes enfouies dans le geste de l'écriture contemporaine, et surtout de l'auteur qui n'est pas un auteur de plateau à l'époque, qui sont des auteurs qui écrivent pour le texte et depuis le texte à l'époque, me donne accès pour le coup à un imaginaire que je fabrique moi-même dans ma lecture avant même de devenir traducteur. Et donc depuis, je ne traduis que des écritures contemporaines. Mais je vieillis. Et donc je reviens à mes premières amours. Et effectivement, là, je me suis mis à traduire pour la première fois
3 textes classiques du 19e siècle, en tout cas, qui est une langue que je ne connais pas du tout. Et je crée même une collection qui va être dédiée aux auteurs du 19e siècle, des auteurs emblématiques du monde hispanophone qu'on méconnaît complètement en France. Et j'ai décidé de mener cette aventure pour le coup seul, sans aucune aide de personne, pour me confronter à une langue que je ne connais pas du tout, j'insiste, qui est celle du 19e siècle, enfin que je ne connais pas. Je la connais parce que c'est de l'espagnol, mais la langue du 19e siècle, comme pour nous en France, c'est une langue qu'on ne connaît pas très bien aujourd'hui. Et j'ai trouvé que la meilleure façon de l'interroger, et d'interroger aussi la langue d'aujourd'hui, était de repasser un peu par le 19e. Moi, je ne traduis pas de métrique, ni rien de tout ça, et encore moins du vers, mais de retravailler un petit peu à partir de grands classiques, on dirait, emblématiques du théâtre, qui ont des langues plus vernaculaires en plus. Voilà, donc je rentre dans cette phase-là de découverte. Juste une chose, quand on est confronté à des auteurs comme ça qui sont dans un environnement où il n'y a pas une liberté d'expression reconnue, je sais qu'à un moment donné, j'en étais venue à... on recherche des textes, et Dieu sait si j'ai répété à différentes personnes qu'on recherchait des textes qui aient une valeur littéraire pour pouvoir être traduite, en espérant un metteur en scène français s'approprie le texte. Et puis, le fait est que ces dernières années, très peu de personnes écrivent pour le théâtre. En plus, pour aboutir à un texte qui ait cette valeur littéraire qui fera qu'elle rentrera au répertoire de l'équivalent de la comédie française, c'est encore plus rare. Et du coup, on se retrouve confronté à des œuvres qui sont issues du plateau. Et pendant longtemps, moi je me disais, ça, non, parce que c'est pas une œuvre littéraire, c'est issu du plateau. Et du coup, souvent en plus, c'est le metteur en scène qui est aussi l'auteur. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ça c'est toujours par le biais finalement de ce travail de surtitrage, à la fin, après avoir traduit, après avoir réalisé le surtitrage, je me disais, mince, c'est l'œuvre, la valeur littéraire, elle y est. Et je sais que je m'étais à un moment donné dit, mais il faut créer une collection. Alors je l'avais même envisagé, je lui avais donné le nom Trace. Parce que je me disais, on a des ouvrages sur l'histoire du théâtre qui mentionnent tel spectacle, et les traces qu'on a, c'est dans ces ouvrages sur l'histoire du théâtre où on a telle mention, mais on ne conserve rien de ces spectacles dans leur entier, au niveau de de la pièce en elle-même, quoi, du matériau. Et du coup, j'avais même fait un essai comme ça avec une pièce de Montingoué, en me disant quand même, pour que ça soit plus parlant, d'avoir donc le texte du surtitrage et puis une photo par scène pour que les lecteurs puissent avoir le visuel en question. Et finalement, c'est aussi, ça pouvait être un moyen de contourner, parce que ce texte, il aurait été écrit en amont par un dramaturge, il n'aurait peut-être pas passé la censure, mais là, il existe, il est né du plateau, il a été présenté. Voilà, c'était... Je vous propose qu'on ouvre, parce qu'on a des traducteurs aussi dans la salle, Édouard Recoin et Alexandra Moreira da Silva, et d'autres qui pratiquent aussi. Donc, peut-être si vous voulez intervenir, réagir à ce qu'on vient d'entendre. Dans vos propres pratiques aussi, est-ce qu'il y a des choses qui résonnent ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Non. C'est un sujet difficile, imaginaire. Oui. Moi, c'est vrai que je suis très attaché non pas aux préjugés, les imaginaires comme préjugés sur le texte, mais plutôt qu'est-ce que ça ouvre dans mon imaginaire d'écrivain, la confrontation, la rencontre avec
l'autre, et avec la langue de l'autre, et avec la possibilité de traduire le texte tel qu'il est, malgré l'ambition que vous formulez, c'est-à-dire d'accepter la métamorphose. Et dans la métamorphose, il y a à la fois une part d'observation rigoureuse de la systématicité d'un texte, de sa structure, de la spécificité d'une langue donnée, et donc. Mais il y a aussi un travail de l'imagination qui est justement dans cet espace impossible à combler entre la provenance du texte et nous. C'est justement là qu'il y a l'espace de la poésie, l'espace de l'invention, l'espace du déploiement de l'imaginaire du traducteur. Mais ce qui peut le border, qui peut le faire très vite, c'est à chaque fois tous les préjugés qui ne manquent pas de revenir à charge pour nous empêcher de voir ce qu'il y a à voir, d'en croire nos yeux. J'ai pensé à une chose. Il n'y a pas vraiment un lien avec ce que vous venez de dire, mais je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai pensé à l'histoire de la traduction en Chine, notamment sur le théâtre dans les années 60. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de la Chine dans les années 60, c'est le début de la révolution culturelle. C'est-à-dire que tous les intellectuels sont envoyés dans le camp. C'était une époque très difficile. Pendant ma recherche de thèse, en fait, j'ai retrouvé dans les années 60 la période la plus sombre au niveau de la littérature. Il y a pas mal de pièces étrangères qui sont traduites en chinois. On l'appelle les livres à la couverture jaune. Ce sont des circulations internes lancées par le Parti communiste. L'idée, c'est pour apprendre les ennemis, vraiment l'ennemi, pour comprendre qu'est-ce qu'ils réfléchissent actuellement. Donc il y a des pièces de Piketty, de Ionescu, de Sartre, qui sont traduites pendant cette période par des traducteurs sélectionnés par des grandes maisons d'édition, notamment la Maison du Peuple, l'édition du Peuple. Et en fait, même pour les traducteurs, ça devient une sorte d'étincelle de l'esprit. C'est-à-dire, en traduisant ces auteurs, ils se sont rendus compte, en fait, sont hyper intéressants. Et ça devient, en fait, quelque chose à l'interne entre eux. Du coup, quand la révolution culturelle qui arrive d'un coup, dans le camp, ça devient quelque chose qui circule un peu entre eux en cachette. C'est pour cela que je me suis rendu compte, parce que dans les années 80, j'ai découvert qu'il y a plus de 200 œuvres littéraires étrangères sont publiées en Chine, en fait, pendant 1 an. Tout est publié, je me suis dit, mais en fait, comment ils travaillent ensemble? C'est une machine à guerre. En fait, non. Tout a été préparé déjà dans les années 60. C'est-à-dire, des fois, la geste de traduction, c'est aussi un sort de éveil vraiment intellectuel, même pour les traducteurs eux-mêmes, dans ce contexte. Et ça permet, dans les années 80, qui devient vraiment une grande école européenne qui puisse rentrer. Ça a infusé vraiment comme des petites étincelles, parce que pour chaque œuvre, il y a seulement entre 300 et 500 exemplaires maximum, qui circulent que dans le Parti communiste, mais pas du tout au grand public, mais tout est sorti dans les années 80. C'est didactique, en fait. C'est ça. Oui, que je trouvais que c'était tellement beau que inconsciemment, ça accompagne pendant cette période tellement dure, que ça accompagne en fait les traducteurs et les jeunes intellectuels de l'époque par ces œuvres. Ouais. C'est vrai que ça me fait penser à quelque chose là, parce que je suis en train de monter un projet pour essayer de voir ce qui se fait actuellement à Taïwan, ce qui s'écrit à Taïwan, et parce que alors là pour le coup on connaît rien en théâtre, la musique, la danse, tout ça, mais pour l'instant rien en théâtre parlé, et pour essayer de ne pas être victime de tout préjugé en tout ça, c'est vrai que j'ai fait un peu une sorte de cheminement inverse. Je me suis dit, je veux
alors, ce dossier que je suis en train de préparer, je me dis, je ne veux pas qu'aucun milieu diplomatique me fournisse une liste de soi-disant textes qu'il faut traduire. Ça, peut-être qu'il y en aura des très bien, mais je veux... je me disais, il y a un besoin de s'immerger dans le pays et d'aller d'abord au contact de tous les acteurs des directeurs artistiques, des critiques, des universitaires qui travaillent sur le sujet, des acteurs et surtout du public. Parce que alors ça, c'est pas d'expérience en Chine continentale. À chaque fois que je sollicite les gens du milieu pour essayer de trouver des textes dont je n'aurais pas connaissance ou de les localiser, c'est tout de suite le fait que tout le monde se tire dans les pattes et que c'est toujours moi je suis le meilleur, les autres il n'y a personne de bon. Bon, on n'a accès à rien et du coup là je me dis je vais aller 3 mois en immersion, je vais aller dialoguer avec tout le monde et surtout avec le public, les gens qui font la démarche d'aller dans les salles parce que finalement il faut dans un premier temps voir dans quel contexte, enfin au jour d'aujourd'hui, dans quel contexte s'inscrit cette dramaturgie et petit à petit comme ça en poupée russe espérer trouver des textes qui feront le mieux part de l'identité taïwanaise d'aujourd'hui, disons. Mais c'est vrai qu'à chaque fois c'était un peu en termes de balayer les préjugés, parce qu'ils ne sont pas uniquement... C'est vrai que ça nous arrive d'avoir un directeur de festival ici qui nous dit « Vous n'avez pas une pièce chinoise à nous proposer ?» Mais alors, non, ça c'est trop machin, ça c'est quelque chose de plus trash, enfin bon, de ce genre de... Et puis après, à l'inverse, on est là avec nos propositions, mais ça, vraiment, vraiment, il y a quelque chose là d'intéressant. Mais... Et c'est très problématique ce que tu dis, enfin ce que tu décris. Mais voilà, je sais pas. En ce moment, moi, on ne m'a pas sollicité, mais voilà, il y a des théâtres qui travaillent sur le théâtre argentin, qu'on connaît bien en France. Le théâtre argentin, on en connaît en tout cas quelques grands noms d'un point de vue de la production argentine et française. Et ok, enfin l'Argentine c'est grand. Il y a du monde, tout le monde adore l'Argentine, moi c'est le pays qui m'intéresse le moins, donc moi je ne me sens pas en concurrence, mais une fois je dis là je suis tranquille, parce que moi c'est vraiment le pays qui m'intéresse le moins, et puis il y en a suffisamment d'autres qui m'intéressent beaucoup d'un point de vue littéraire, d'un point de vue de leur histoire aussi avec nous, et pour autant donc je traduis donc et je publie, je n'ai pas beaucoup de publications argentines pour cette raison-là, mais quand même j'ai d'autres textes, donc je les fais circuler justement dans ce théâtre. Et quand même, je vous assure, on connaît tous les gens de théâtre ici, mais c'est affligeant les retours qu'on me fait, non pas sur les textes que j'envoie, si c'est bien ou pas bien, mais c'est exactement une commande sur Amazon, enfin sur je sais pas quoi. Vraiment, c'est aujourd'hui l'institution théâtrale cherche des textes. Déjà, quand ils cherchent des textes, on est un peu très heureux, parce que c'est quand même très rare. Il y a ça aussi qu'on dit plus, qu'on dit pas ici. Mais l'institution théâtrale française, puis même européenne en général, ne travaille plus à partir du texte. Donc ça pose quand même aussi des questions à la traduction, sauf effectivement à partir sur la voie du surtitrage et du métatexte, comme on dit, mais ça interroge quand même beaucoup la survie de notre travail de traducteur littéraire dramatique, je ne sais pas comment dire. Mais effectivement, aujourd'hui, l'institution théâtrale française passe commande. Elle passe commande et elle a des attentes par rapport au théâtre chinois. Moi, je trouve assez incroyable même qu'on en parle comme si c'était une chose acquise et normale. Voilà, on a l'habitude depuis des années que l'institution... Enfin, c'est quand même assez nouveau, moi, je trouve, comme façon d'être. Mais je ne suis pas assez vieux pour penser à l'époque lointaine, mais quand même, il y a je parle de l'espace public en plus, hein, on est d'accord, hein, on parle de l'argent public, d'espace public, symboliquement. Et donc, ça pointe quand même la question de la circulation, la libre circulation, parce que là, on parle de la censure formelle et assumée, j'allais dire, de la Chine et éventuellement quelques autres pays, mais la censure invisible,
beaucoup plus pernicieuse par rapport aux imaginaires qui circulent dans les traductions qu'on fait circuler quand on n'est pas formellement rattaché à un théâtre. Elle est très prégnante, elle est très agissante en tout cas en France. Et je trouve que c'est une bonne raison pour continuer, pour poursuivre le travail, quitte à ce que ce soit anecdotique à la fin. Mais je trouve que d'un point de vue artistique, c'est une bonne raison pour continuer justement de faire circuler ou de construire, comme je pensais dire tout à l'heure, des imaginaires. Et de rappeler, mais ça ne changera rien à la réalité de la programmation des théâtres et à la production des théâtres. Hein. Je n'entends pas changer quoi que ce soit à ces orientations-là, mais le Festival d'Avignon l'an dernier avait la langue espagnole comme invité. Oui. On a réussi à avoir 3 fenêtres ridicules entre la Maison Janvier. Enfin, quand je dis ridicule, c'est juste, c'est pas logique. Un festival public programme une langue, qui est déjà un projet en soi plutôt très ambitieux, et qu'enfin une langue comme l'espagnol, et qu'on se retrouve avec 5 spectacles intéressants ou pas intéressants, c'est pas ça le problème, et rien sur les écritures, par exemple. Et donc rien sur la traduction comme telle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des textes qui n'ont pas été traduits. Il y a des textes, effectivement, qui ont été surtitrés pour des productions qui venaient de théâtres nationaux, mais la traduction théâtrale du domaine hispanophone, qui est très large, qui dépasse largement mon travail à moi, n'a pas du tout été invitée à être visible, tangible, non pas pour les professionnels, mais pour le public. C'est pour ça que je rebondis par rapport au public. Alors on va peut-être nous dire que le public ne s'intéresse pas à la lecture des textes. Ça, moi, j'en sais rien. Mais s'ils ne savent pas que ça existe, déjà, si le travail institutionnel n'est pas fait au niveau du passage des traductions auprès des publics, c'est sûr que ce n'est pas le public qui va aller chercher tout seul des livres de théâtre traduits de la langue espagnole ou chinoise. On est d'accord. Donc ça aussi, je pense que d'un point de vue des imaginaires, il y a quelque chose qui bloque beaucoup dans l'institution française, qui commande ce qui pourrait lui convenir. Parce que justement, elle a son public. Enfin, moi, je n'ai jamais très bien compris, mais ce n'est pas le sujet ce soir. Mais quand même, ça, sur la question de ce qu'on appelle aujourd'hui la décolonisation des imaginaires, c'est devenu un classique, et ça ne concerne pas ce sujet forcément, mais décoloniser ce que la France considère comme un bien, puisqu'elle considère que le théâtre chinois ou hispanophone doit être comme ceci et comme cela. Donc ça, pour le coup, on en parle un peu plus à l'université, je pense, de la décolonisation des imaginaires, surtout sur des items qui ne sont pas celui-ci, mais l'institution publique française colonise et continue de coloniser ces imaginaires. Voilà. On n'est pas nombreux, mais j'avais envie de partager aussi ça, parce que c'est une réalité. C'est pas un one-shot, un jour où tu as une mauvaise expérience avec un théâtre qui te dit ce qu'on vient d'entendre. C'est que c'est 80% des échanges que j'ai, en tout cas, s'inscrivent dans cette dialectique, ou cette non-dialectique plutôt. Alors, c'est pas les petits cahiers jaunes, c'est pas les petits livres jaunes à l'intérieur du parti, mais il y a quelque chose de l'ordre du blocage, du contre-modèle, qui quand même est fort encore. C'est pour cela qu'il faut continuer de faire cette circulation. C'est oui à distance. Surtout qu'on a démontré que la lecture, sans avoir une production de théâtre, les lectures étaient. Moi, je veux dire que de pouvoir mettre en voix, mettre en espace un texte, quelque part, pour le coup, l'imaginaire travaille de façon tellement intéressante dans ces moments de lecture théâtrale, sans mise en scène, et ça, il y en a des festivals de lecture, avec des gens qui aiment y assister, la radio a joué, peut-être un peu moins maintenant, son rôle à ce niveau-là, et ça, je sais que moi, à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'aller dans un festival, que ce soit à la Mousson d'été ou ailleurs, avec des auteurs chinois, qu'est-ce qu'ils étaient fascinés par ça, quoi, ils disent il faut absolument qu'on fasse ça, on fasse la même chose en Chine. Donc c'est dommage. Oui, ça a été vérifié plusieurs fois et depuis longtemps, que la lecture, même la lecture individuelle, le théâtre. Moi, je sais qu'un des arguments les plus convaincants que j'ai rencontrés pour créer tout ce truc, ça a été au Mexique, où le festival, comment on appelle ça,
le salon du livre théâtral qui existait jadis en France à Saint-Sulpice, n'est-ce pas? Il y avait le marché de la poésie et le salon, je ne sais plus, du livre théâtral, quelque chose comme ça. De l'édition théâtrale, je ne sais plus comment c'était. C'était le coup de papier qui s'en occupait à l'époque, hein. Et puis ça a disparu. Et au Mexique, il y a encore, alors dans d'autres pays sans doute aussi, mais le Mexique c'est immense, le salon du livre théâtral. Et le slogan quand vous arrivez au Théâtre National, c'est « El teatro se lee también ». Non, le théâtre se lit aussi. C'est un slogan national du ministère de la Culture. Incroyable. Et il y a des centaines et des centaines de gens qui viennent acheter du théâtre au salon du livre théâtral, les enfants, les vieux, les moins vieux, toutes classes confondues. Et en France, il semblerait que... Je dis en France parce que, par exemple, en Espagne, il y a une forte politique quand même pour tenir les activités autour du texte. C'est pas mirobolant, mais il y a quand même un engagement et de la lecture du texte théâtral. En France, bien sûr, il y a le son d'été et quelques autres aventures, mais globalement, ça se réduit beaucoup. Et pourtant, ça a été vraiment démontré que les bienfaits de la lecture de théâtre... c'est pas juste une vue de l'esprit, quoi. Et c'est très étrange que... Moi, j'ai l'impression que j'ai quand même vu pas mal de lectures en France dans les théâtres. Moi, je suis rentrée, en fait, on a été invité au Festival des langues françaises à Cité-en-Drouin, justement en mars. Et c'est là où j'ai découvert des textes que j'ai jamais eu l'occasion de découvrir. Vraiment des auteurs du monde entier qui écrivent en français. Et le public était vraiment au rendez-vous. Et puis dès qu'un texte qui marche vraiment bien, j'ai l'impression, le milieu, il en parle quand même. On a quand même un peu d'espoir pour ce côté-là. Et par rapport aux textes traduits en Chine maintenant, ce qui est bien, c'est qu'en Chine, presque tous les festivals, il y a une partie de lecture. On essaie justement de faire venir des textes étrangers qu'on ne connaît pas. C'est aussi... ça pourrait aussi aider en fait les traducteurs, c'est-à-dire on traduit quelques extraits, et on donne aux artistes et eux ils commencent à faire la lecture. Il y a un vrai public pour voir si ce texte provoque quelque chose avec les spectateurs ou pas, et après on pourrait avoir une production derrière. En tout cas moi je me bats beaucoup aujourd'hui que le texte traduit en chinois soit monté sur la scène. Même si je sais qu'il y aura des textes à lire, mais pour moi, une pièce de théâtre, je souhaite le voir vivante sur scène. C'est sur cette note d'attente et d'espoir qu'on va devoir clôturer la soirée. Parce que l'établissement va bientôt fermer. Merci à tous les trois, vraiment très chaleureusement. C'était terriblement intéressant de vous entendre. Je suis désolée de devoir écourter la discussion. Et merci à nos auditeurs d'avoir été là aussi. Merci à vous. Merci à vous.